Cette vidéo est sponsorisée par la Galaxy Box. C'est une box qui est faite par un passionné de l'espace pour les passionnés de l'espace, mais on en reparle en fin de vidéo. Growing up apart, we shared surprisingly common ground, feeling nothing more than regret. Vous avez cliqué sur cette vidéo en vous demandant pourquoi, comment est-ce qu'un jeu pourrait questionner la science ? Ok. Le 13 juin 2025, 11-Bit Studio sort The Alter. 11-Bit Studio, c'est quand même un gros nom, c'est des cracks ces mecs. En gros, c'est des anciens de CD Projekt, vous savez, les papas de The Witcher 3 et Cyberpunk, qui sont partis pour fonder leur propre studio. Ça pose les bases. Et ils ont sorti en 2014 This War of Mine. C'est ce jeu où on joue un civil pendant une guerre et qui questionne énormément sur la guerre et l'impact que ça a sur les civils. Ce jeu a été un véritable raz-de-marée et a raison, puisque c'était la première fois que l'on incarnait des civils dans un jeu de guerre, et le but c'était de survivre avec des conditions qui étaient terriblement difficiles, et il fallait prendre soin de la santé mentale de ces personnages et les relations, et c'était vraiment rafraîchissant et innovant. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, The Alter sort et il est qualifié comme étrange par l'artiste principal du développement du jeu. Autant vous dire qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez surprenant. Le but c'est d'aller chercher des ressources et ça prend énormément de temps, et ça tombe bien parce qu'on est sur une planète qui est mortellement mortelle. Et il va falloir faire vite parce que le soleil se lève, et lorsque le soleil sera levé, eh bien il va faire tellement chaud qu'on va tous brûler sur la surface de la planète. Donc la pression du temps est constante. Et donc avec ces ressources, on va améliorer la base qui va nous permettre d'évoluer, puisqu'on est seul sur cette planète, j'avais oublié de vous dire. Seul enfin. Peut-être pas tant que ça. Vous savez quoi ? Il est temps que je vous montre le sujet principal de la vidéo. Je vais vous présenter le personnage principal de cette histoire. Lui, c'est Yann. C'est Yann Dolski. On sait pas grand chose de Yann, mais ce qu'on sait, c'est que Yann est sur une planète inconnue, très loin de la Terre. Ce qu'on sait aussi, c'est que tout l'équipage de Yann, qui devait l'accompagner dans sa mission, est mort. Donc Yann est seul, sur une planète, très loin de la Terre. Et je vous rappelle que la planète est terriblement mortelle. Le problème quand l'entièreté de ton équipage, qui est à la base censé t'accompagner, est mort, c'est que pour survivre, ça va devenir beaucoup plus compliqué, voire même en fait impossible sur cette planète. Mais quelle chance exceptionnelle que la station spatiale qui est censée accompagner l'équipage est toujours là et toujours fonctionnelle, en tout cas en théorie. Et donc c'est là le cœur du jeu et qu'il va falloir jongler avec le temps pour récupérer suffisamment de ressources la journée, pour rentrer à la base la nuit, éviter les radiations qui sont extrêmement intenses. Mais l'avantage c'est que travailler la nuit ça rapporte plus de ressources, donc il va falloir jauger. Sans parler du fait que des ressources il va nous en falloir un maximum, parce que cette super base qui a un design de fou qui ressemble à une roue nous permet de nous déplacer, donc d'éviter le soleil et de nous emmener à un point qui permettrait à notre personnage de s'échapper et donc de survivre. Quoi, comment ça, je sors tout ça de mon chapeau? Non, parce qu'en fait on a des contacts avec l'extérieur. Entre autres l'ex-femme de Yann, le PDG de la boîte et un scientifique qui d'ailleurs, scientifique, est très content qu'on soit en vie puisqu'à l'intérieur de cette base il y a un ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui est genre hyper puissant. Et ce scientifique est aussi hyper content parce qu'on a trouvé du rapidium, c'est une sorte de ressource hyper rare qu'on retrouve que sur cette planète, qui a des propriétés dont on sait pas trop quoi en fait. Donc le scientifique est hyper content et comme si on n'avait que ça à faire, le scientifique nous propose de fabriquer un petit truc dans la base, un petit module en plus, et tester juste quelque chose avec le rapidium rapide, très vite fait. Enfin, c'est bizarre parce que ce module s'appelle Utérus, mais quoi qu'il en soit on exécute, on fait ce qu'il nous demande, on peut s'échapper grâce à lui, donc c'est peut-être la seule opportunité qu'on aura, donc on l'écoute. Donc c'est parti, on va aller voir ce qu'il veut tester. Donc on ouvre ce qu'il y a dans l'utérus et... une chèvre. Comment cette chèvre est arrivée là ? Pourquoi il y a une chèvre dans la station spatiale ? Et là on se pose des questions. Donc en toute logique, on va passer un petit call Discord avec le scientifique qui nous dit que c'est rien frérot, t'inquiète, c'est juste un clone d'une chèvre qui se retrouve dans le vaisseau parce que le rapidium a des propriétés très spécifiques qui sont très pratiques et qui va sauver des millions de vies sur Terre. Donc t'inquiète pas frérot, c'est génial. Va démarrer la station, parce qu'il faut que tu partes, parce que le soleil va se lever, donc on va aller démarrer la station. Donc c'est parti, on enclenche le moteur, et puis évidemment il y a forcément un truc qui pète, c'était forcément nécessaire que seul sur une planète mortelle, un truc pète sur la station. Donc là on est dans la merde, parce que Yann, il sait pas réparer la station. Évidemment le scientifique a la merveilleuse idée de nous dire,
T'inquiète pas frérot, regarde, tu sais pas réparer la station, on a un ordinateur quantique qui permet de créer un nouveau chemin de toi, et l'utérus, tu pourrais donner ton ADN à la place de l'ADN d'une chèvre pour te cloner toi. Ce serait pas une super idée? Comme ça tu n'es plus seul et tu es accompagné. Pour le coup, on n'a pas trop le choix de faire ça. Je veux dire, c'est soit on se clone, soit on meurt. Donc on n'a pas le choix. Donc let's go, on va démarrer l'ordinateur quantique et... Ok, qu'est-ce que c'est que ça? L'ordinateur quantique est en train d'analyser les souvenirs de Yann et de recréer le chemin de toute sa vie. Et c'est là où on va enfin pouvoir commencer à en apprendre plus sur notre personnage principal qui est Yann Dolski. Et il y en a des choses à dire. En fait, Yann Dolski, c'est pas un enfant comme les autres, c'est un enfant qui a grandi dans une famille particulièrement violente, avec un père particulièrement violent. C'est aussi un enfant qui n'était pas en sécurité à l'école, qui se faisait harceler par les autres. Donc pour échapper à cette situation, il a travaillé dur, très dur, pour pouvoir être pris à l'université et quitter son foyer familial. Le problème, c'est qu'entre-temps, il apprend que sa mère est malade. Terriblement malade, mais il a quand même pris la décision de partir et de fuir tous ses problèmes. Et c'est quelque chose de récurrent avec Yann. Tout juste âgé de 23 ans, Yann perd sa mère et il n'a pas pu être là, à ses côtés, à ces derniers instants. Mais la vie suit son cours et un an plus tard, il rencontre une fille avec qui ça se passe exceptionnellement bien. Il a réussi à obtenir son diplôme et grâce à ce diplôme, un travail qu'il aime pas plus que ça, mais au final qui lui permet de pouvoir construire une vie en achetant une maison avec sa femme. Et pour le coup, tout va pour le mieux. Sauf que ça pouvait pas aller aussi bien très longtemps. Une crise financière frappe le monde et Yann perd son travail. Et à côté de ça, sa femme réussit, ce qui va détériorer petit à petit les relations entre elle et lui, puisque Yann est terriblement jaloux de sa situation. À un moment, sa femme va le quitter, Yann sombre dans l'alcoolisme, et ça lui rappelle son père. Donc, pour encore une fois, fuir les problèmes plutôt que de les affronter, Yann est engagé dans le projet Dolly. Et c'est le projet qui a envoyé Yann sur cette planète étrange. Attendez 2 secondes. Le nom Dolly, c'est pas un nom qui est choisi au hasard. Faut qu'on parle d'un truc là. C'est le moment pour moi d'introduire un élément central de la vidéo, c'est cette porte. Elle est sombre et fait peur, c'est normal, vous inquiétez pas, tout va bien. Vous remarquerez que sur cette porte, il y a 1, 2 et même un 3e cadenas. Cette porte est un élément central pour comprendre à quel point The Alter est proche de la vraie vie en fait. Donc ces 3 clés, on va en avoir besoin pour ouvrir la porte, et vous l'avez compris, le nom Dolly est associé à ça, donc gardez-le bien en tête parce qu'on y revient juste après. Yann a initié le processus de clonage d'une façon assez différente de d'habitude en fait. L'ordinateur quantique permet de choisir une décision que Yann a faite, la modifier et donc créer un nouvel alter ego de Yann Dolski. À quel point une décision aurait pu rendre le chemin de Yann différent. Ici, plutôt que de décider que Yann parte à l'université, il a décidé de rester pour confronter son père. Et ça a créé une version, le technicien de Yann, qui va lui permettre de réparer la station. Et c'est un processus hyper important et central dans le gameplay du jeu. On est ici sur un Yann qui ne fuit pas les problèmes et qui y fait face de plein fouet, qui les affronte sans avoir peur. Et des versions de Yann, il y en aura plein. Un scientifique, un jardinier, un psychologue. Bref, ça ne s'arrête pas à qu'un seul Yann Dolski et il va falloir faire attention. Pour que la mission se passe bien, il va falloir que la relation entre Yann et les alters se passe bien aussi et chaque alter a son caractère qui est radicalement différent de l'un à l'autre et c'est là le cœur du jeu. Et c'est le moment où on revient sur Dolly. Dolly en fait c'est une brebis qui à elle seule a changé la face de la science. Elle est même la première clé à ouvrir la porte. Dolly voit le jour le 5 juillet 1996 en Angleterre et ses parents, ce sont 2 gars. Dolly est le premier animal cloné de l'histoire.
Son patrimoine génétique est en tout point similaire à celui de la brebis adulte qui a offert une partie de ses gènes. Et Dolly est un véritable raz-de-marée dans la science moderne. Sa création a posé beaucoup de questions sur l'avenir du clonage, de la science et l'éthique derrière tout ça. Elle a posé les premières bases des lois qui régissent l'ensemble du pays sur le sujet du clonage. Mais là aussi, la controverse est marquée. On distingue deux types de clonage, le clonage reproductif et le thérapeutique. Le clonage reproductif, c'est littéralement Dolly. Il vise à créer de toutes pièces un être vivant, le faire grandir. Ce genre de méthode est tout simplement interdit par les clauses internationales, notamment par l'UNESCO. Le problème du clonage reproductif, c'est que c'est la porte ouverte à des dérives qui peuvent réellement être horribles. Des êtres vivants créés de toutes pièces pour être des rats de laboratoire par exemple, ou même encore pire. Bref, on y reviendra après. Les pires scénarios sont donc envisagés, et pour les éviter, ils ont été interdits. Mais vous allez voir plus tard que l'interdiction n'empêche pas l'humain à pousser la porte toujours plus loin. Puis le clonage thérapeutique. Celui-ci vise à mettre à jour des embryons, même humains, pour l'étude, la recherche ou la médecine. C'est une solution qui est hyper intéressante pour soigner des maladies qui semblent aujourd'hui impossibles à soigner. Puis c'est important qu'au bout de 14 jours, l'embryon soit détruit. Celui-ci est autorisé, mais encore là, c'est aussi critiqué. En fait, le clonage thérapeutique, au Royaume-Uni par exemple, c'est autorisé, mais en France, le clonage, même thérapeutique, est interdit. Donc c'est littéralement deux visions qui s'opposent complètement. Un qui pense que la destruction d'un embryon humain créé volontairement est une pratique carrément inacceptable, tandis que d'autres pensent que oui, cette pratique doit être strictement réglementée, mais que l'interdire en fait ferait que ralentir la recherche, et ça serait contre-productif. Ah ça y est, regardez, on a découvert la première clé. Plus que 2 pour voir ce qu'il y a derrière la porte. Donc le projet Dolly est en marche, le joueur va avancer au fur et à mesure du jeu en donnant naissance à plusieurs versions de son personnage principal. Par exemple un technicien qui a fait face à son père et qui était là lorsque sa mère est décédée, un scientifique qui a travaillé tellement dur à l'université que certaines de ses inventions ont vraiment bouleversé son monde, ou encore un jardinier qui vit heureux avec l'ex de Yann. Et chacun de ces personnages sont bons à une tâche spécifique, donc il va falloir gérer leur affectation à ces fameuses tâches. Et les relations entre Yann et ses alters sera grandement affectées par le passé de ces alters. Passé qui n'existe pas, et c'est un vrai dilemme, mais ça on y revient après. Et c'est là que le jeu prend tout son sens. La relation entre les personnages est écrite avec brio, et le message du jeu est beau aussi parce qu'il n'y a pas de meilleure version de soi-même. Et ce jeu nous montre que oui, un tout petit changement aurait pu créer un véritable effet papillon qui aurait bouleversé toute notre vie. Mais est-ce que cette nouvelle version est fondamentalement meilleure que celle que l'on est aujourd'hui? Et le jeu va surtout appuyer aussi que chaque décision a des conséquences énormes. Ça va être déjà par exemple pour des choix de dialogue. Chacun des alters n'est absolument pas la même personne que Yann, et des fois c'est radical. Et à un moment, le jeu nous pousse à prendre une décision qui est particulièrement difficile, mais pour l'instant c'est pas le sujet, on y revient juste après. Parce que là, il faut qu'on parle de l'utérus. Vous savez, c'est la salle dont on a parlé au tout début, celle qui a donné naissance à la chèvre et aux alters plus tard. En vrai, dans le jeu, on sait pas vraiment comment ça fonctionne. Mais est-ce que ce genre de choses pourrait exister dans la vraie vie? En 2024, une patiente doit se faire greffer une nouvelle trachée. C'est là. Et ça tombe bien parce que des chercheurs en ont profité pour tester un tout nouveau genre d'imprimante. Une bio-imprimante 3D. En gros, c'est une imprimante 3D qui est capable d'imprimer des organes. Alors évidemment, aujourd'hui, on est encore loin de pouvoir imprimer des organes complexes comme un cœur, un poumon. Mais pour une trachée, c'est un organe qui est relativement simple à imprimer. Et vous savez ce qui est le plus fou, c'est que la transplantation a été réussie, et pour le coup avec brio. Et cet exploit, c'est une avancée majeure dans la médecine. Puisque ça pourrait pourquoi pas, à terme, imprimer des organes plus complexes comme un cœur. Cette fois-ci avec une compatibilité sûre. Et c'est vrai que c'est très prometteur ce genre de technologie. Donc l'utérus pourrait être une sorte d'imprimante 3D biologique, comme celle qui a été utilisée pour imprimer la trachée pour la patiente. Et regardez, on vient de débloquer la deuxième clé. Donc plus le jeu avance, plus on fait face à des dilemmes compliqués, notamment un choix dont on parle juste après, qui pour le coup m'a fait vraiment me questionner si c'était la bonne solution. La brebis que l'on a clonée au début, vous vous rappelez, la fameuse chèvre, qui du coup fait clairement référence à Dolly, meurt. Et je rigole zéro. Elle meurt à cause d'une sorte de tumeur au cerveau. Et le problème, c'est que après analyse, la totalité des alters ont aussi cette tumeur au cerveau. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Parce que là il faut prendre une décision et vite, sinon tous les alters meurent, et si tous les alters meurent, Yann il va pas pouvoir faire grand chose de plus sur la planète. Donc
Déjà, est-ce qu'on est attaché aux haltères? C'est quoi les haltères fondamentalement? Est-ce que c'est juste des clones pour nous ou est-ce que c'est vraiment des personnalités à part entière? Et si c'est des personnalités à part entière, leur passé n'existe pas. Il a été créé sur un ordinateur et implanté dans leurs souvenirs. Donc c'est compliqué. Ont-ils réellement une place sur Terre? Quel sera leur prénom? Est-ce que c'est toujours Yann? Et ça nous fait poser vraiment des questions. Est-ce que ces haltères, doit-on les sauver et les ramener sur Terre? Ou est-ce qu'on doit continuer de les considérer comme des robots qui nous servent juste à avancer et à survivre? Personnellement, j'ai décidé de les sauver. Et pour les sauver, il va falloir faire quelque chose qui là aussi est encore plus controversé. Créer une copie de Yann sans souvenir, une coquille vide vierge dans laquelle on va récupérer les morceaux du cerveau qui sont intéressants pour les développer et pouvoir les implanter dans les haltères. Et là c'est compliqué. Et évidemment, pour compliquer le tout, on va devoir implanter un hybride animal dans l'haltère si on veut pouvoir avoir une cellule saine. C'est juste une chimère créée pour extraire les cellules de son cerveau et les implanter dans les autres haltères. Et c'est bizarre. Soit on considère ça comme un acte normal et c'est juste une cellule biologique sans cerveau et sans souvenir et donc sans âme, soit on considère ça comme un être vivant parce qu'un cœur bat et il ressent des choses même s'il n'est pas vraiment animé. Quoi qu'il en soit, c'est le scientifique qui nous a demandé de faire ça. Et on le fait, donc on s'exécute parce que ça permettrait de sauver les haltères et certaines le prennent très mal, d'autres le prennent bien parce qu'on leur a sauvé la vie. Mais est-ce que c'est vraiment pour eux ou est-ce que c'est pour nous ou pour la science qu'on a fait ça? La ligne est fine, mais quoi qu'il en soit, la chose reste la même. On donne naissance à un être vivant pour en sacrifier d'autres. Et bien sûr, je vous vois juger au fond. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous trouviez ça horrible? Pourtant, c'est rien. Le jeu nous propose de faire des choix beaucoup plus difficiles, et dans la vraie vie, il s'est passé des choses bien pires que ça. En 2018 naissent des bébés CRISPR. Vous savez pas ce que ça veut dire, je vais vous dire ça de suite. Ce sont littéralement des jumelles génétiquement modifiées. Et bien sûr, tout ça a été confirmé par les autorités chinoises. Leur gène CCRS a été modifié pour leur donner une résistance au VIH. Dans le fond, ces naissances, c'est pas si mauvais. Mais c'est littéralement une pratique illégale de la médecine. Et ces naissances causeront un débat énorme à travers le monde. Et bien sûr que c'est fortement critiqué, on donne naissance à un humain génétiquement modifié. C'est quand même étrange. Et à la fin de cette histoire, les responsables ont été condamnés de 3 ans de prison pour pratique illégale de la médecine, encore une fois, mais c'est pas fini. Vous vous rappelez au tout début, je vous ai parlé des règles internationales qui visent à interdire le clonage reproductif? Ok. En 2018, 2 singes clonés naissent. Ouais. Et évidemment, ces singes ont un patrimoine génétique exactement similaire à celui de leur hôte. Le problème, c'est que là, il n'y a plus de barrière. Et s'il n'y a plus de barrière pour le clonage de primates, le clonage humain est beaucoup plus proche en 2025 que ce que l'on pense. Mais ok, j'ai toujours pas fini, parce que j'en ai pas loin d'aller chercher la dernière clé. En 2019 cette fois, c'est encore très récent. Des détails sur une expérience particulièrement étrange ont fuité. Et évidemment que ces détails ont créé une polémique énorme. Et puis après, ces mêmes détails seront publiés en 2021 dans une revue scientifique sérieuse. Est-ce que vous êtes prêts? Des scientifiques ont implanté du gène humain dans un embryon de macaque. En Chine encore une fois, créant ainsi le premier embryon singe humain. L'objectif ici était de savoir à quel point est-ce qu'on pouvait augmenter la proportion d'ADN humain pour avoir, pourquoi pas, des organes similaires à des organes humains. Et j'ai pas fini parce qu'il me reste encore quelque chose qui s'est passé en 2025. Et c'est encore très récent. Des chercheurs chinois, encore une fois, parce que là-bas la réglementation est beaucoup moins stricte que dans les pays européens par exemple, occidentaux, ces chercheurs chinois ont implanté du gène humain dans un embryon de porc. Et cet embryon de porc avait le gène qui permettait le bon fonctionnement de son cœur, qui était défectueux. Grâce à l'implantation de ces gènes humains, le tout petit cœur de cet embryon humain encore en formation a réussi à battre pendant 21 jours. On a la 3e clé, donc vous savez quoi? On va aller ouvrir la porte. Et j'ai vraiment peur de savoir ce qu'il y a derrière. Et derrière la porte se cache un génie. En fait, il est ni bon ni mauvais ce génie. En réalité, il n'a pas vraiment conscience. Il fait que réaliser les souhaits que les gens lui formulent. Ce génie s'appelle OpenCRISPR-1. C'est un modèle d'intelligence artificielle entraîné sur des données scientifiques d'ADN animal comme ADN humain. À quoi il sert? Il sert à prédire, créer et voire même éditer des gènes animaux, mais aussi humains. Il pourrait permettre de faire des bonds majeurs dans la médecine pour pouvoir soigner des gens qui sont atteints de maladies qui sont encore impossibles à soigner aujourd'hui, en explorant des pistes que les chercheurs n'auraient jamais pu penser. Et ça, c'est pour le meilleur. Mais le génie, il est aussi là pour le pire, parce qu'il pourrait être à l'origine de recherches dans des domaines beaucoup plus sombres, vraiment très sombres, comme des agents neurotoxiques,
des toxines, et ça peut aller très très loin. Si la science devient accessible grâce à ce génie, il sera super simple de sortir du circuit institutionnel. Et ce sera pas difficile à imaginer de voir que des réseaux criminels pourraient s'aider d'un génie, d'une bioimprimante et de tout un système qui pourrait être facilement accessible sur internet, de pourquoi pas commencer à créer des fermes à organes pour humains low cost, dans des pays qui sont relativement peu régulés. On a pris l'exemple de la Chine tout à l'heure, ou encore des fermes pour ultra riches creusant encore plus les inégalités. Aujourd'hui, on est à un point critique, où des analyses de gouvernance et de sécurité biologique évoquent clairement un gros risque, et appellent à des garde-fous renforcés. Et c'est pas pour rien. Il sera très simple de sortir du circuit institutionnel, et donc de toutes les réglementations, ouvrant des voies en or aux aficionados de la biologie. On appelle ça aussi des biohackers. Et comme le génie n'a aucune morale, il est juste là pour exaucer des vœux. Il pourrait facilement aider le biohacker à réaliser des expériences qui sont complètement interdites, sans aucun contrôle. Les fermes à organes dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un avenir qui a commencé à se dessiner. Les singes dont je vous ai parlé, dans lesquels on a implanté des embryons humains, on voulait voir s'il était possible d'utiliser ces organes pour des humains plus tard, et pourquoi pas, des futures fermes. Sans contrôle et régulation, des organisations criminelles pourraient clairement s'emparer de ce sujet. Et si on reprend l'exemple de notre biohacker, la limite de l'éthique est très fine, et il peut clairement réaliser les expériences les plus sordides qu'il veut avec l'aide de ce génie. Mais ce génie peut aussi aider des bioterroristes, qui pourraient facilement créer de toutes pièces des agents neurotoxiques terriblement dangereux, et des véritables armes biologiques. Donc l'avenir risque d'être très chamboulé. Mais pour l'instant, ça reste que des suppositions. On est encore relativement loin de voir ce genre de choses arriver, mais quand on y réfléchit un peu, avec Internet et surtout l'IA, l'accès à la science devient de plus en plus facile. Et pouvoir se commander le nécessaire, ça devient aussi de plus en plus facile. La démocratisation des bioimprimantes comme on a vu tout à l'heure, les modifications génétiques se simplifiant et le clonage humain devenant de plus en plus facile, risque d'ouvrir la voie à quelque chose de très sombre dans certains pays. Heureusement qu'en France, ce genre de choses est régulé. Mais des réglementations risquent de continuer à arriver pour éviter de tomber dans ce genre de dérive. Mais pour l'instant, on en est encore très incertain. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, et sur ce, vous l'avez compris, on se revoit plus tard. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, ça fait super plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, évidemment, lâchez votre meilleur commentaire si vous avez des reproches à faire ou si elle vous a plu. Évidemment, le like et vous abonner. Mais on va aussi parler du sponsor qui est la Galaxy Box. Attendez, je vais vous la chercher. La Galaxy Box, elle se présente comme ça. C'est une box avec des goodies liés à l'espace, avec des marques hyper importantes dans le spatial. C'est une box qui est faite par un passionné pour les passionnés, et c'est un truc de dingue. Parce qu'il y a plein de trucs super cool dedans. Personnellement, mon préféré sur cette box-là, c'est ça. Ça, c'est le Space Pen. C'est un stylo qu'on peut utiliser dans l'espace et qui est utilisé actuellement sur l'ISS. Il est archi cool. Mais j'ai aussi ça, qui est une véritable pierre de lune. Elle est incroyable. Si vous ne saviez pas déjà, j'avais déjà une pierre de Mars. La pierre de lune, c'est un banger. La Galaxy Box est toujours accompagnée de son petit Space Mac qui va raconter un peu l'histoire des objets, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Et surtout un petit peu d'actualité. Et bien sûr, avec le code JPAstro10, allez chercher vos 10% de remise sur votre première box sur le site galaxybox.fr en description.